Vous avez passé plus de 9 ans aux États-Unis. Vous avez refusé la nationalité américaine pour rentrer au pays afin de consacrer vos énergies au développement de votre pays. Vous êtes un panafricaniste. Et parlant de panafricanisme, vous êtes aussi un sankariste. Où étiez-vous quand la presse internationale annonçait sa mort? Je voudrais vraiment, pour enlever mon chapeau, juste pour une pensée à mon cher ami Sankara, rappeler à d'autres fonctions, mais la lutte continue. Comme le disait un général d'armée pendant la Deuxième Guerre mondiale, il dit ceci: l'amiral Yamamoto, le vainqueur de Pearl Harbor, le vaincu de Midway est tombé, mais la guerre continue. Ainsi est-il. En fait, j'étais moi-même réfugié politique en Côte d'Ivoire. Et je devais être assassiné le 22 juillet 87 au carrefour des 3 banques du Bénin, que ceux qui connaissent savent, juste du côté de la Sonacop qui est là. Mais Dieu m'en a délivré et je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire où j'ai fait 7 ans d'exil politique avant d'aller aux États-Unis en décembre 1994 pour parfaire mes expériences à travers le monde. Je venais d'arriver en Côte d'Ivoire, je n'avais pas encore où rester, je passais d'ami en ami et je crois que j'ai une photo ici que sûrement vous allez faire voir. J'étais dans ma chambre, dans cette photo-là, ce jour-là, quand la nouvelle est tombée sur France Inter. Alors, j'étais à Djamé précisément, chez des amis professeurs béninois, chez qui je passais un temps, juste une transition pour avoir les pieds à terre. Et en ce jour, je me suis dit, bon, mais écoute, j'ai mis du temps pour me réaliser que c'était une réalité, mais j'ai dit, puisque beaucoup de presse ont commencé à en parler, je me suis dit que c'est devenu une réalité. Donc j'étais en Côte d'Ivoire, à Djamé précisément. Quels étaient vos sentiments au moment où vous avez eu la certitude que Sankara était effectivement mort? J'ai senti en fait, une fois de plus, ça m'a fait rappeler Lumumba, qui en fait aussi était passé par là. Et les belles phrases de Lumumba, je pouvais vous les rappeler si vous le voulez bien. Et Lumumba, le fusil sur la tempe, le coupe-coupe à la gorge, il a dit ceci: ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce, car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que de mourir dans la soumission et le mépris des principes sacrés. Et ça m'a aussi rappelé ce jour-là, Mandela, qui était encore en prison, qui n'était pas encore relâché en ce moment-là, qui a dit ceci. D'abord, je le cite mot pour mot en anglais. There is no easy road to freedom anywhere, and many of us will have to walk through the valley of the shadow of death again and again before we reach the mountain top of our desire. Nulle part au monde, il y a de voies faciles vers l'indépendance. Et beaucoup d'entre nous auront à marcher à travers la vallée de l'homme de la mort, encore et encore, avant que nous n'atteignions le sommet de la montagne de nos désirs. Sankara, son passé, ses pratiques, ses méthodes laissent à désirer. Et je pense que ce capitaine vraiment gênait vraiment l'impérialisme. Il a fait sa formation, je crois, entre autres, à Madagascar aussi. Et je crois que avec son ami Blaise Compaoré, ils avaient vraiment des visions pour le pays. Et ils avaient fait le Faso d'Amfani quand ils sont arrivés au pouvoir, c'est-à-dire que les fonctionnaires, au moins 2 fois par mois, par semaine, devaient arriver au boulot avec des habits faits du Burkina, tissés, etc. Vous devez même comprendre qu'aujourd'hui, le résultat est là, que même les Béninois, les Africains, quand ils vont au Burkina, ils essaient de s'acheter des tissus tissés. Donc cela a laissé quand même une trace dans l'économie. Il a aussi, sur le plan de transport, il a banalisé la fonction présidentielle et ministérielle. Ils étaient tous à 2 chevaux et pour économiser plus de l'essence au peuple. Il donnait, personne ne pouvait voyager en classe
en classe exceptionnelle. Tout le monde était, quand on voyage à l'étranger, ils étaient tous embarqués dans la place de la classe économique. Et même pour aller, le salaire même n'avait pas changé, il n'y avait pas un salaire présidentiel. Sankara était le 3e moins payé dans son gouvernement. Et ce n'est pas ancienneté en fait que cela se faisait. Donc je crois que... Et moi j'ai eu la grâce. Je vous dis c'est une grâce. J'étais une fois allé au Burkina. Je crois que ça fait 2 ou 3 ans. J'ai été sur la tombe de Sankara. Juste payer le tribut de respect pour lui. Et j'ai cherché cette nuit-là à aller dans sa famille. Et j'ai été voir sa famille. J'ai vu son grand frère. J'ai vu la femme de son grand frère qui m'a fait même l'honneur de venir me visiter ici au Bénin. Et elle est venue ici dans un cadre religieux. Elle est passée à la maison. On a déjeuné ensemble. Donc, j'ai dit, la femme vient de son frère. Donc, pratiquement, j'ai gardé quand même quelques relations, même si je n'ai pas suivi et continu, avec sa famille, pour mémoire. Et je dis que ce monsieur avait de très bonnes idées. Il voulait que tout le monde soit logé décemment. Et je vous dis que personne ne peut avoir plus de 2 lots de terrain au Burkina. Il faut laisser une partie aux autres pour promouvoir, en fait. Je veux dire que c'est vraiment des idées novatrices et vraiment qui tiennent compte de l'intérêt du peuple profond. Et je crois que c'est toutes ces choses qui sont ces acquis et qu'il faut retenir. Quand on regarde un peu la relation France-Afrique à l'époque sous Thomas Sankara, en quoi il gênait les Occidentaux? Vous savez, il a fait une intervention à Addis Abeba. En ce temps-là, c'était l'OUA, et au siège de Addis Abeba, où lui-même, il terminait pour dire « Ne soyez pas surpris et que je ne revienne plus ici prochainement, parce qu'il peut m'assassiner à tout moment. » Parce qu'il a demandé que les Africains ne doivent rien, ne doivent pas payer leurs dettes. Donc, c'est des positions qu'il avait prises et qui gênaient l'intérêt des Occidentaux. D'ailleurs, François Mitterrand voulait lui envoyer des armes. Il dit non, qu'il préfère des charrues pour son peuple. Et un autre ministre français de la coopération a voulu lui envoyer des voitures ministérielles plus, de haute gamme. Il dit non, mais que lui, il a besoin d'autre chose. Il faut convertir ça en argent pour que lui construise des maisons pour ses compatriotes. Voilà à peu près ce qui gêne. Parce que, vous savez, la politique de la main tendue ne peut jamais amener quelqu'un à se rassasier. Puisque c'est la main tendue. Vous voyez, il a voulu vraiment que le pays soit autonome, s'auto-gère et de façon endogène pour pouvoir devenir fort. C'est pourquoi vous voyez que même dans tous nos pays, parce que dans tous les pays africains aujourd'hui, les budgets qui sont votés ne sont pas des budgets réels. Il faut voter des budgets réels. C'est-à-dire que comptons sur nos propres forces. Et vous allez voir que tout ce que vous faites comme action, etc., à la fin de l'année, ce n'est pas tout ce que vous avez prévu qui se réalise. Mais c'est de perte de temps et d'argent parce que déjà vous avez engagé dans des actions de l'argent qui ne suffit plus si un projet a besoin de 15 millions pour être réalisé. Et qu'en fin de compte, vous n'avez pu trouver que 2 millions, alors que vous avez déjà investi au moins 1 million, ça veut dire qu'en fin de compte, c'est du saupoudrage, ce million-là est perdu. Voilà à peu près, faisons la politique de nos moyens, c'est ce que voulait faire Sankara chez lui. Docteur Sélégan, au-delà du personnage, du symbole que représentait Thomas Sankara, vous faites partie de ces races sankaristes qui le critiquent dans un sens bien précis. Un sens très sévère. Sankara nous a trahis. Sankara nous a trahis parce que la révolution n'est pas un dîner de gala et ce n'est pas du sentimentalisme. Et Lénine a dit une phrase très célèbre, très célèbre, qu'il faut maintenant que ceux qui vivent, les panafricains qui vivent, doivent intégrer dans leur réflexion. La question principale de toute révolution, ce n'est pas la prise de pouvoir, c'est comment se maintenir au pouvoir. Sankara n'a pas appliqué cette théorie et ça lui a coûté, et ça nous a tous coûté ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'un Sankara vivant, mais il y aurait déjà une intégration avec le Ghana. Les gens prévoyaient déjà qu'il y ait cette intégration. Sankara vivant, mais Gbagbo ne serait pas tombé de cette manière-là. Voilà à peu près ce qu'il le cause. Parce qu'il savait très bien que son ami d'hier était devenu son bourreau potentiel. Alors, il n'y avait pas du sentimentalisme. Et vous savez, le documentaire existe. Quand on est venu pour l'assassiner, il savait le jour où on devait venir. Les gens lui ont dit que ça... et il a même défendu aux gens, dit quiconque touche
à un seul cheveu de Blaise le trouvera sur son chemin. Quand on est venu, il dit, bon, les gens étaient en réunion. Et lui, en tant que chef d'État, l'autre devait partir avant, mais il a attendu. Et lui, il est parti avec des gens qui ont cru en lui. Et en fait, les gens sont venus pour les assassiner, les terrasser tous. Et je crois qu'il a manqué de vigilance, il a manqué de stratégie. Il n'a pas été un stratège jusqu'au bout. Et c'est ça que je regrette. Ces leçons doivent être tirées. Ce qui est fait, et que l'on sache qu'en politique, il n'y a pas de sentimentalisme. Il aurait pu nous éviter tout cela s'il avait pris le devant des opérations. C'est cela que je crois. Je le critique fermement. Mais je crois que, quoi qu'il arrive, c'est les leçons qui restent à tirer pour aller plus loin.